sa position politique actuelle et d'autres questions d'actualité et d'intérêt majeur. Madame et Monsieur, bienvenue. Et on en parle avec le professeur Théophile Mbemba Fundou, ancien directeur des cabinets de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, plusieurs fois ministre, mais également gouverneur honoraire de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui président d'un parti politique. Professeur, merci d'honorer de nouveau notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation et j'estimais que nous pouvions échanger. Vous faites un travail dans la vérité et la justice et voilà pourquoi je réponds à votre invitation. Merci beaucoup, professeur. Alors, comment portez-vous, professeur Théophile Mbemba Fundou? Dieu me fait grâce, en dépit de la situation difficile que traverse notre pays. Dieu nous fait grâce et voilà, nous nous portons bien et voilà pourquoi nous venons à vous pour que nous puissions échanger. Vous êtes conscient de la situation qui traverse notre pays aujourd'hui. Quelle est votre position politique actuelle? Vous appartenez à quelle tendance politique et vous êtes avec quel leader? Comme vous le savez, je crois que cette même chose, je l'avais déjà dit, à un moment, mes divergences au niveau des valeurs que nous partageons avec mes anciens compagnons se sont atteints un point tel que finalement j'ai créé avec d'autres collègues, camarades, un parti politique, l'Alliance pour l'alternance et le progrès. Et c'est un parti qui se veut un parti des valeurs, un parti pour le changement. Et avec les élections, nous étions bien tenus à nous aligner au regard des exigences de la loi électorale. Et nous sommes alignés dans un regroupement. Ce regroupement porte le nom d'Alternance, qui rejoint en termes de vision la vision de notre parti politique AAP en sigle. Et ce regroupement a soutenu la candidature du président Moïse Katumbi Chapwe. Nous sommes allés aux élections et nous sommes revenus. Tout le monde sait le braquage électoral et toute la tricherie qu'il y a eu lors des dernières élections. Mais n'empêche, on est là à l'issue de ces élections. Ça, je peux vous assurer, dans mon fief électoral, j'ai été voté massivement. Comme toujours. Et alors, il s'est passé ce qui s'est passé, toute la tricherie tout autour. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Pardon? Vous n'êtes pas toujours nommé. Je n'ai pas été nommé. Je n'ai pas été nommé. Mais comme je suis en lien avec mon peuple, et qui sait ce qui se passe sur moi, vous savez, quand on partage des valeurs, quand on est un homme de vérité, quand on aime la justice, c'est pas toujours évident dans le monde d'aujourd'hui sur cette terre. Et d'ailleurs, même Jésus a connu ça, son temps. Et donc, je fais confiance en mon Dieu, et je crois. Et donc, je reste toujours sur cette ligne-là. Donc, nous étions de l'opposition, et nous sommes de l'opposition, et notre parti politique, Alliance pour l'alternance et le progrès, s'aligne du côté de l'opposition républicaine. D'accord. Vous êtes toujours avec votre leader Moïse Katumbi. Exactement. Je viens de dire justement à l'annonce de cette émission, nous allons évoquer les grandes questions d'actualité. Vous êtes un acteur majeur dans beaucoup des réalisations de notre pays. Vous êtes parmi les grandes personnalités de ce pays. En tout cas, nous aurons besoin de vos analyses et surtout vos points de vue sur les grandes questions d'actualité. Nous allons justement commencer avec ces révélations faites par M. Eric Kouba, qui est le conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui a opté aujourd'hui pour la rébellion, leader de l'Alliance Fleuve Congo. Comment vous avez apprécié, voilà, justement, les révélations d'Eric Kouba, qui a cité des grandes personnalités du pays, notamment Joseph Kabila Kabange, avec qui vous avez eu à travailler, Joseph Olenga Nkoyi, mais pas Moïse Katumbi. Est-ce une bonne voie, mais aussi on peut dire, est-ce qu'on a dédouané votre leader politique Moïse Katumbi, qui est également cité d'être en connivence avec les rebelles? Je pense qu'il ne faut pas analyser les problèmes de cette façon-là. Moi, je considère que le pays aujourd'hui est en difficulté. Le pays
est agressé, on le sait. L'M23 qui agresse, soutenu par les Rwandais, on le sait. Mais il y a à côté l'Alliance du fleuve Congo. Donc il y a un problème sérieux dans le pays. Ici même, non loin de Kinshasa, nous avons eu le problème de Mobondo. Dans la ville de Kwamut, dans la ville de Kinshasa, le phénomène Kuluna bat son plein. Donc il y a comme une insécurité qui se généralise dans le pays. Et quand on est face à une situation pareille, on doit prendre le temps de bien l'analyser. J'ai toujours recommandé pour ce pays, pour veiller à garantir l'intégrité de notre territoire national, la sécurité de tous les citoyens congolais, la paix dans notre pays. Il faut des réformes profondes de services d'intelligence, de services de sécurité, des services de la défense nationale. Il faut des réformes profondes, ce qui tarde encore à venir. C'est pour cela que face à une situation pareille, on doit prendre le temps d'analyser. On ne peut pas se permettre de manière, je dirais, pas trop bien assis, de sortir le nom de personnalités sans qu'on en ait des preuves suffisantes. Palpables et même quand on a... Et pour avoir ces preuves-là, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on fait des enquêtes en profondeur. On réunit les éléments nécessaires. Et on demande à la justice de faire son travail. Et c'est quand la justice fait son travail que le public découvre exactement ce qu'il y a. Parce que de part et d'autre, il y a des avocats, parce que vous incriminez des gens, ils doivent se défendre. Puis de l'autre côté de l'État, il y a le ministère public. Ils se défendent. Et le peuple découvre, et le peuple aperçoit aussi où se trouve la vérité. Je trouve que sortir le nom de personnalité comme ça, sans avoir réuni tout cela, je trouve ça quand même léger. Et ce n'est pas du tout bon pour le pays. Ce n'est pas du tout bon pour la paix sociale, la sécurité. Ce n'est pas du tout bon pour la cohésion sociale qui est nécessaire en ce moment précis. Certains pensent que c'est les membres du professionnalisme en citant les noms de personnes comme ça, et d'autres parlent même, c'était un forcing par nos services de renseignement, c'est monsieur de citer certaines personnalités, comme ça s'est passé. Partagez-vous cet avis? Au moment où le pays traverse cette situation que je viens d'évoquer, des conflits armés, avec l'insécurité qui règne dans le pays, il faut éviter justement les services de l'État. Je parle de l'État, je ne parle pas des individus. Sachez qu'au-delà de tout, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres humains, créés par Dieu. Dieu nous comble de ses grâces et il nous élève en dignité. Et quand il nous élève en dignité, ce n'est pas pour que nous continuions à les déshonorer. Quelque part, c'est pour édifier son règne d'amour sur cette terre. Et nous passerons. Et donc, ne nous mettons pas dans une situation où nous allons commencer à compléter, à régler des comptes à d'autres personnes. Et peut-être tout en sachant consciemment qu'ils ne sont pas impliqués dans l'affaire pour laquelle on veut les incriminer. C'est très mauvais, c'est injuste. C'est pour ça que nous voulons être un pays démocratique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un pouvoir judiciaire qui ne soit pas malade, à tous les niveaux, au niveau de tous les échelons. Et donc, j'estime que nous devons veiller à éviter justement des actes qui divisent, qui séparent et qui créent de fractures dans la société. Le pays connaît tellement de problèmes dans les différents domaines politiques, sociaux, culturels,
qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de chercher à rassembler les Congolais. Il faut rassembler les Congolais de tous bords, qui se mettent ensemble, qui comprennent l'enjeu. Je me souviens encore, j'étais gouverneur de la ville, lorsque, en 1998, le 2 août, n'est-ce pas, après que Mzee Kabila ait demandé à ceux-là qui l'avaient accompagné de retourner au Rwanda. Vous faites allusion au Rwandais. Au Rwanda, c'était au Rwanda. Voilà. Et à ce moment-là, la guerre reprend au mois d'août, le 2 août 1918. Et Mzee, avec ses collaborateurs, s'assiedent, réfléchissent et demandent au peuple congolais de comprendre que la guerre sera longue et populaire. Et voilà, nous y sommes encore. Et qu'à ce moment-là, appelle au peuple de se mobiliser comme un seul homme pour pouvoir nous défendre. Et la population, dans son ensemble, s'est mobilisée parce qu'il a cru en ce que Mzee disait. Et il y a une mobilisation telle que vous savez très bien que le 26, le 27, le 28, tout ici à Kinshasa, ils sont arrivés, ils ont été chassés. Et donc, c'est cet esprit-là qu'il faut. Il faut, les dirigeants, ceux qui travaillent, doivent savoir qu'au-delà des intérêts personnels, privés, il y a une nation, il y a un État, il y a un peuple à défendre. Et que pour cela, il faut avoir travaillé de telle sorte que vous ayez la cohésion de cette population. Que cette population vous fasse confiance, que cette population vous accompagne. Rassurez-vous qu'à ce moment-là, lorsque vous mettez en place des politiques pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la population congolaise, les gens vous suivront, vous accompagneront et les autres auront difficile à vous atteindre. Et donc, voilà pourquoi je considère que nous devons veiller à comploter contre les autres, même si je sais que moi-même j'ai été parfois victime de cela, mais je remets ça entre les mains de Dieu et ça passe. Je reste toujours dans les révélations de M. Eric Kouba. Je disais tantôt, professeur, est-ce que votre leader, Moïse Katumbi, a été dédouané de toutes ces accusations qui lui incombaient, qui seraient également de mèche avec les rebelles? Mais je viens de vous le dire. Je dis, on ne cite pas les noms des gens sans preuve. Ceux qui ont cité les noms d'autres personnes et qui n'ont pas cité les noms de Moïse Katumbi, je dis, dans tous les cas, pour un problème aussi sérieux qui engage la nation dans son cœur, le cœur de la nation, dans son existence comme nation, on ne peut pas faire à la légère. On n'a pas cité son nom. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'éléments pour lui, je l'espère. Mais malheureusement, même ceux pour lesquels il a cité les noms, ils ne nous ont pas montré quels sont les éléments probants qu'ils ont eu pour eux. Et donc je trouve que je ne peux pas, comme ça, me permettre de donner une réponse à la légère. D'accord. Alors, vous venez de parler tout à l'heure, vous venez de faire allusion à la période Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, lorsque les mêmes agresseurs d'aujourd'hui du Congo ont tenté également de nous faire la guerre. Comment est-ce que le peuple congolais s'est levé? Est-ce qu'aujourd'hui, cette adhésion populaire de la population n'est pas pareille à l'époque? Si oui, quelle peut être la vraie raison, professeur? L'adhésion n'est pas pareille. Pourquoi? Premièrement, il y a un mandat qui vient de s'achever. J'entends dire effectivement dans les slogans qu'il y a des acquis à préserver. Mais je dis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le peuple congolais souffre encore, voyez-vous. Quels sont les fondamentaux sociaux d'une population congolaise, ses espérances vis-à-vis des institutions qui le gouvernent? Premièrement, c'est le manger. Il faut qu'un gouvernement doit faire l'effort nécessaire de nourrir sa population pour qu'il soit en bonne santé. Mais aujourd'hui, nous savons que une grande partie de la population congolaise, une énorme, des millions de Congolais,
se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire et qui risque de devenir aiguë. Et ça se dit à travers le monde. On dit aujourd'hui d'ailleurs que notre pays traverse une des crises alimentaires la plus grave au monde. Et 43% d'enfants de moins de 5 ans, 43%, c'est environ un enfant sur 2, ils sont mal nourris. Et selon le rapport du PAM. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans 20 ans, si la situation ne change pas, on aura au niveau de ces jeunes demain qui devront assumer le destin du pays des situations très très graves. Voilà, le manger. Okay. Deuxièmement, la scolarité, l'éducation. Mais il y a des problèmes sérieux. Il y a eu cet effort, effectivement, de la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Mais il faut aller jusqu'au bout. Que les enseignants soient bien payés. Non. Que les enseignants soient bien payés. La qualité n'en suit pas. Que les écoles fonctionnent comme il se doit. Aujourd'hui, près de 70% des enfants qui sont à l'école, ils n'ont pas la compétence de français. Ils ne savent pas bien écrire le français. 70%. 80% des enfants qui sont à l'école, ils n'ont pas la maîtrise des mathématiques. Il y a encore des défis à relever. Quels seront ces enfants demain? Ne parlons pas du système éducatif du supérieur. Avec toutes ces mauvaises conditions de travail, des enseignants, des professeurs, manque de laboratoires, manque de bibliothèques, etc. Que dis-je encore? Mauvais paiement. Le système éducatif, il y a encore énormément de problèmes à faire. Deuxième fondamental, le logement. Mais vous n'allez qu'à le voir. Allez, c'est inscrit dans la Constitution, la population a besoin d'un bon logement. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, on voit des étages poussés à la Gombe. Mais la République, c'est pour les individus. C'est pas ça. On n'a pas vu des cités construites comme étant des cités sociales. Urbanisées, électrifiées, avec de l'eau et tout. Et on dit à la population, comme ça se fait en Afrique du Sud, par exemple, et dans d'autres pays, que voilà, on améliore vos conditions, mettez-vous dans ces conditions-là. Ça ne marche pas. L'agriculture, comme je dis, la production agricole, on a dit le problème de manger, ça va ensemble avec la santé d'ailleurs, je ne veux pas y revenir. Ne parlons pas de courant, même déjà dans la ville de Kinshasa. Ne parlons pas de l'eau, n'est-ce pas? Ne parlons pas de la sécurité. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, tout ceci fait que ce n'est pas facile à ce moment-là, ça ne donne pas confiance à la population de pouvoir se mobiliser pour accompagner le pouvoir en place. Et la dernière des choses, c'est le fait qu'on n'a pas écouté la vérité du peuple, de la population qui s'est prononcée aux dernières élections. La vérité devait être que les personnes qui devaient sortir des urnes, n'est-ce pas, soient celles que la population a réellement votées. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de nominations. Et le président de la CENI, lui-même, l'a dit, il nommait les conseillers municipaux et des choses comme ça. Et donc, voilà, donc tout ceci fait que l'adhésion ne suit pas, massive ne suit pas. Mais par contre, vous dites à l'époque, avec Mzé Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? Il revenait, il a promis de reconstruire le pays. Il était soutenu, c'est vrai, aussi par des pays voisins. Mais face aux intérêts du peuple congolais, il a dit non. Les richesses des Congolais, d'abord, doivent servir aux Congolais. Et les autres n'en voulaient pas. Ils voulaient lui imposer les choses. Il dit non, non, non. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour l'intérêt des Congolais et de la nation congolaise. On dit qu'aujourd'hui, c'est que le peuple... Et la population s'est mobilisée autour de lui parce que, justement, la population voulait un changement. Il avait promis la reconstruction de la nation et il s'est engagé sur cette voie-là. Et le peuple a vu le changement commencer à venir. C'est comme ça que la population s'était mobilisée autour de lui. Aujourd'hui, on dit que la situation que nous vivons, c'est un héritage de Mzé Laurent Désiré Kabila qui avait fait appel aux Rwandais. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers agresseurs de notre pays. Est-ce que partagez-vous cet avis? Non, je ne partage pas cet avis pour la raison suivante. D'abord, je vais vous dire que le problème de toutes les nations et le problème de la République démocratique du Congo, il faut quelque part un changement de paradigme.
ce pays a besoin d'un changement. Ce pays a besoin des hommes et des femmes qui travaillent pour que la population se retrouve dans le manger, se retrouve dans le logement, se retrouve dans le système éducatif, prépare des générations qui vont assumer son destin demain. C'est de ça dont on a besoin. Voyez-vous? Et pour ce faire, c'est comme ça qu'il faut une bonne gouvernance. Il faut un état de droit qui marche. Et tout le monde s'aligne avec un leadership fort, un leadership intègre, un leadership visionnaire, un leadership, je dis même, proactif. C'est-à-dire qui n'attend pas, qui ne passe pas son temps à se plaindre, mais qui sait gouverner, on dit se prévoir. On prévoit et on agit. Et à ce moment-là, on peut aller loin, on peut aller vite. Et donc, voilà, c'est pour ça que pour revenir à votre question, il faut que tout ceci puisse se faire de cette manière, qu'on tienne compte de tout cela pour que le pays avance. Vous avez évoqué tout à l'heure les défis du gouvernement, alors que nous attendons un nouveau gouvernement avec Madame Judith Suminwa. C'est quand même une situation, je dirais, inédite dans notre pays, d'avoir une femme à la tête du gouvernement. D'abord, quel est votre point de vue par rapport à ce choix? Est-ce que c'est sanitaire? Mais également, est-ce que la dame est vraiment une femme de la situation? Merci, je reviens à votre question, mais il y a un aspect important de la question tout à l'heure. Voilà, je dis, dans le président Mobutu, il y avait Bisengimana qui était directeur de cabinet. Et il y avait des professeurs qui étaient ici, des réfugiés. On a travaillé. Moi, j'ai connu des collègues à l'université de Kinshasa. Mzee, il a été soutenu, c'est vrai. Mais quand il a soutenu, il a assumé sa responsabilité comme président de la République. Et nous tous, nous l'avons vu. Le président Joseph Kabila, après l'assassinat de Mzee Kabila, avec le dialogue intercongolais, il y a eu effectivement des accords. Et ces accords, effectivement, voulaient un brassage. Et j'entends souvent les gens s'attaquer au brassage. Brassage, oui, parce que oui. C'est également parmi les causes. Écoutez, moi j'étais ministre de l'Intérieur. De l'époque. J'étais aussi chargé du brassage de la police nationale souveraine et de la police nationale congolaise. Il faut en parler aux Congolais qui vous voilà. J'étais chargé du brassage. Nous étions accompagnés dans ce travail par des partenaires extérieurs aussi, de l'Union européenne. Mais la politique qui a été mise en place, c'est d'abord de bien former tous ces gens-là qui venaient de partout. Des différents mouvements politico-militaires, on les a formés, tous ensemble. Et de la formation, on a tiré les meilleurs éléments pour diriger les corps. Et on a monté les différentes structures. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait l'UPI, il y avait le PIR, etc. Et c'était des hommes et des femmes bien formés, testés, approuvés, et qui ont été mis en service. À l'époque, on voulait m'imposer un partage du genre, bon, quand vous nommez les gens, bon, mettez là-bas quelqu'un de tel mouvement politico-militaire, là, de tel autre mouvement, là, tel autre. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire de manière sentimentale. Il faut qu'ils le méritent. Et à l'issue de la formation, vous voyez les personnes qui méritaient, elles sont bien assumées. Pourquoi on n'a pas ce problème-là à travers le pays au niveau de la population congolaise? Mais malheureusement, au niveau de l'armée, ce n'est pas passé comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Et c'est ce qui appelle des réformes profondes. Donc le problème, ce n'est pas de dire c'est tel. Non. Le problème, c'est dans le cœur des Congolais. Le problème, c'est dans la gouvernance congolaise. Si un leadership impose une gouvernance telle que, qui que vous soyez comme Congolais, d'où que vous veniez, de quelque pays que vous veniez, vous voulez travailler pour l'intérêt des Congolais, n'est-ce pas? Vous devez vous aligner sur la loi congolaise. Et personne au-dessus de la loi, celui qui est à côté de la loi, on le sanctionne. On ne fait pas régner l'impunité. C'est ça qu'il faut. Hein? Mais si nous continuons avec les paradigmes, un peu comme j'entends parler de père et de mère, etc., aujourd'hui, il y a des millions qu'on détourne. Qui détourne ces millions? Ce n'est pas des Congolais. Qui fait régner l'impunité? Ce n'est pas les Congolais.
Quel est l'extérieur? Quel est le pays de l'extérieur qui nous refuse de travailler pour valoriser nos ressources naturelles, pour organiser, pour créer des richesses? Quel est ce pays extérieur qui nous refuse? Organisons-nous, convertissons nos cœurs et alignons-nous pour une bonne gouvernance. Les choses marcheront. Malheureusement, c'est ça qui nous manque. Et alors, comme on a des faiblesses, on cherche toujours des boucs émissaires. Donc on peut noter, professeur, que le brassage n'était pas au détriment de notre pays. Le brassage, pour moi, d'abord, c'est pas État congolais. C'est pas le premier pays où ça se fait ailleurs et où ça marche. Je viens de vous le démontrer, nous l'avons fait au niveau de la province congolaise, ça marchait. Je ne vois pas pourquoi à l'armée ça ne marcherait pas. Mais il faut une bonne gouvernance, hein, il faut un bon leadership. Alors, il faut de bonnes réformes au niveau de l'armée. D'accord. Revenons avec ma question par rapport au choix de Mme Judith Suminwa Tuluka comme Première ministre, mais également par rapport aux défis du gouvernement dont vous venez d'évoquer tout à l'heure, alors que nous attendons un nouveau gouvernement. Pensez-vous que cette dame sera à mesure au regard de tous les défis que le prochain gouvernement fera face? Madame la Première ministre dont j'ai entendu parler, je n'ai pas eu de rapport proche à lui, mais de par ce que je sais, parce que là, et j'ai d'ailleurs donné ce point de vue-là, hein, elle a une expérience professionnelle. Hein, et partout où elle est passée, elle a été compétente dans ce qu'elle a fait. Elle n'est pas trop politique, très politique, et je pense qu'elle est intègre. Hein, mais maintenant, le problème, elle est nommée Premier ministre. Elle devient plus politique. Elle devient politique. Okay. Le problème qu'on doit retenir, c'est le fait que relever les défis que nous avons dans ce pays ne sera pas l'apanage d'une personne, fût-elle Premier ministre. Ce n'est pas le travail d'un homme ou d'une femme, c'est parce qu'elle est Premier ministre. Et c'est valable même pour la présidente de la République. Ce n'est pas le travail, non. C'est un travail qui doit se faire dans le cadre d'un système politique qui se met en place et qui implique les uns et les autres. Ça doit se faire au niveau d'un gouvernement qui marche. Le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas de chercher à se justifier ce qui ne va pas, mais c'est de résoudre le problème de la société. C'est ça qu'on attend. Et pour cela, il faudra que son action s'inscrive dans cet ensemble-là. Mais si les choses continuent à fonctionner de manière autoritaire, on lui dicte des choses, ou de manière à ce que peut-être qu'il n'aura pas le contrôle sur certains ministères, et qu'à ce moment-là, son action risque de ne pas se faire en termes d'abord de la définition de la politique de la nation avec le chef de l'État, et puis en termes de la coordination, que ça lui échappe complètement. Et à ce moment-là, ça sera difficile, quelle que soit sa compétence, quelle que soit son intégrité, sa volonté, ça lui sera difficile. Il y a d'abord un problème de système politique, de système de gouvernance qu'il faut absolument changer. Et personnellement, j'exhorte le président de la République et tout son ensemble, son équipe de stratégie, de réfléchir, de voir effectivement, compte tenu des engagements qu'il a pris, pour relever les défis qu'il y a dans notre pays, de voir comment le faire. Mais plutôt que d'écouter peut-être de personnes qui viennent pour chercher des postes et de l'argent et qui flattent, et finalement, au bout de compte, ça retombera sur lui. Beaucoup de gens qui sont autour de lui, ils ont traversé des régimes. Okay. Ils ont été avec Mobutu, ils ont été avec Kabila, et maintenant ils sont avec Kabila fils, ils sont avec lui. Et demain, si jamais le président de la République a des problèmes, ils seront aussi avec quelqu'un d'autre. Alors, si vous comptez sur des personnes comme ça, eh bien, rassurez-vous que on risque de vous induire en erreur.
Professeur Théophile Mbeba-Foundou, on évolue avec notre émission. Il y a d'autres questions d'actualité. Je crois, si je ne me trompe pas, plus ou moins 4 ou 3 questions d'actualité. C'est aussi d'enlever sur le moratoire sur la peine de mort. Est-ce une mesure salutaire ou c'est justement pour régler des comptes aux opposants que vous êtes, parce que certaines bouches en parlent ainsi, que de votre version des faits? Ma version de fait, c'est que la peine de mort a existé. Finalement, il y a eu un moratoire. Il y avait des raisons suffisantes pour qu'il y ait ce moratoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre Constitution, il est bien disposé que la vie humaine est sacrée. Et quand quelqu'un fait un mal, un très grand mal, on le sanctionne, on veut le sanctionner de la bonne manière, mais pas chercher à lui priver la vie humaine. Deuxièmement, le président de la République l'a dit, la justice est malade. Le pouvoir judiciaire est malade. Alors, le malade n'est pas encore soigné. La maladie n'est pas encore guérie. Alors, comment peut-on demander à un malade de pouvoir s'occuper de cette question qui lui nécessite suffisamment de force, suffisamment d'alerte, suffisamment de justice pour ne pas régler des comptes à telle ou telle autre personne. Donc pour ces raisons-là, j'estime que c'est pas le moment, c'est même pas le moment, la levée, l'exécution de la peine de mort, le moratoire sur l'exécution de la peine de mort est malvenu en ce moment-ci. Par contre, le patriarche Ngosso dit que c'est le moment au regard des situations que le pays traverse. Ne partagez-vous pas également son point de vue? Non, nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Oui, les avis, c'est son point de vue. On nous tue à l'Est, il y a des trahisons à l'interne. Pourquoi pas justement prendre cette voie? Mais ce qu'il faut pour la sécurité à l'Est, je venais de le dire, il faut des réformes profondes. Nous avons des braves Congolais qui ont déjà fait leurs preuves au front, dans l'armée, n'est-ce pas? À côté des Belges, et même sous Mobutu, ils existent. Mais il faut le mettre dans des conditions telles que, quand ils sont au front, ils savent qu'ils vont là-bas jusqu'au sacrifice suprême pour défendre leur nation. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser leur famille ici. Et puis celui qui est au front, il apprend que non, la famille a été délogée de la maison. La femme n'a pas de quoi manger. Il soit des appels, envoyez-nous l'argent. Et celui qui est au front n'a pas l'argent à lui envoyer. L'armée, c'est aussi un état d'esprit. Donc, il faut des réformes. Et je crois que toutes les institutions sont d'accord avec ça. Des réformes profondes pour nos services de la défense nationale et de l'intelligence. Et donc, au-delà de cela, on peut... Il y a ce qui se passe au niveau de l'insécurité qui tue. Mais je viens de vous dire, lorsque 43% d'enfants souffrent de malnutrition chronique, c'est une façon de les tuer aussi. Voyez-vous, lorsque nous sommes aujourd'hui, je crois que parmi les 5 pays le plus pauvres du monde, cette pauvreté, 60% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de $2 par jour. Mais ils meurent. Mais allez dans les hôpitaux ici. Allez voir le scandale qui se passe au niveau de toutes les morgues, particulièrement de cinquantenaires, le week-end. Mais c'est des gens qui meurent à cause d'une gouvernance qui n'arrive pas à régler leurs problèmes. Donc, je suis d'accord que ceux qui trahissent le pays, n'est-ce pas, soient sévèrement punis. Je suis tout à fait d'accord. Mais et je suis d'accord que aussi ceux qui
gouvernent mal, ceux qui gèrent mal, ceux qui détournent l'argent d'État, ceux qui s'enrichissent pendant que le peuple souffre, qu'eux aussi soient aussi sévèrement punis. Et alors, à ce moment, vous allez voir que tout le monde, la population va se rallier autour du président de la République et les choses pourront avancer. Et si cette mesure commence avec ceux qui dirigent? D'abord, je vois mal tel que ce pays fonctionne. Mais on attend. Mais on a combien de fois on n'a pas parlé de détournement d'argent? Hein? De détournement d'argent. On a envoyé la paye au front et ce n'est pas arrivé, etc. Avez-vous déjà entendu quelqu'un, un responsable vraiment sanctionné? Mais on a vu des gens qui étaient accusés d'avoir pris de l'argent de l'État, etc., sanctionnés, et qui le lendemain graciés. Donc je ne crois pas à ce que vous dites là. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, vous avez occupé quand même de portefeuilles juteux dans ces pays, en tant que ministre honoré de l'Intérieur, mais aussi gouverneur honoré de la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Comment appréciez-vous la gestion des questions de l'insécurité sur l'ensemble du pays, mais également ici à Kinshasa, le siège des institutions? Là, je vais faire allusion sur le plan, allais-je dire, pour la ville-province de Kinshasa. Comment appréciez-vous l'opération qui venait récemment d'être lancée, l'opération Panthère Noire, dans l'optique justement de régler la question de l'insécurité de notre pays? Malheureusement, on entend souvent des slogans comme ça. Mais au bout de compte, on ne voit pas le résultat venir. Ce qu'il faut, c'est quand on prend des décisions, quand on prend de mesures, qu'il y ait des résultats probants. Et c'est ce qui est important. Alors, je ne sens pas, en termes de ce qui doit être, qui devait se faire, parce que les questions de sécurité, je l'ai déjà dit, il y a des réformes qui sont attendues par l'armée, et c'est important. Ce pays, le grand pays, riche, envié par le monde entier, aujourd'hui la guerre, c'est vrai, la Rwanda, mais c'est un pion, il y a d'autres qui sont derrière, qui ont des intérêts ici. Nous ne pourrons être respectés demain par le voisin et par le monde que seulement lorsqu'ils se seront rendus compte que nous gouvernons bien notre pays, que nous avons une armée forte, nous avons une police bien organisée, une armée forte mais une armée équipée aussi, avec des services d'intelligence au point. Et à ce moment-là, ils se diront, oh, faisons attention. Si nous osons, ils nous attaqueront et ça risque d'être grave pour nous. Mais tant que nous n'y sommes pas, nous ne serons pas respectés. Et c'est cet effort-là qui doit être fait. C'est un de gros défis et qui passe par la gouvernance et qui passe par un état de droit qui marche. Et donc, quand vous pensez de la gestion, la situation sécuritaire ici au Panthère qu'on a lancé, attendons voir des résultats. Mais je n'y crois pas parce que je ne vois pas ce qui a été fondamentalement. Je ne sens pas une police à l'œuvre qui travaille, qui est soutenue, qui est équipée. Une police de proximité dans les communes, dans les quartiers, qui travaille aisément à son poste, comme on le faisait à son temps. Le week-end, il sait qu'il a son Motorola partout où il est. Et on sait ce qui se passe dans chaque coin de la ville, à tout moment au niveau de l'État. Et on intervient aussitôt après que le problème se pose. Entre-temps, la police de proximité communique aussi avec la communauté à la base. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et à ce moment-là, toutes ces forces se conjuguant, vous allez voir une paix sociale qui s'installe dans la ville. En tout cas, du temps où j'étais gouverneur, c'était telle était la situation. Et donc, ne voyant pas tous ces préalables, tous ces prérequis,
je crains fort que ce soit un slogan qui ne donnera pas de résultats. On arrive sûrement à la fin de cette émission. Il nous reste justement deux petites questions, professeur. Vous avez de l'expertise. Vous avez travaillé avec Mobutu via le gouvernement Tshisekedi le père. Vous avez travaillé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous avez également travaillé avec Kabila fils. Qu'est-ce qui manque au professeur Théophile Mbemba de travailler avec Tshisekedi fils? D'abord, hein, ce n'est pas de la volonté du professeur Mbemba qui décide que je vais travailler avec lui. Vous avez tendu la main, lui, dans son... Je dis que ce n'est pas de ma volonté. Bon, il y a eu un discours ouvert, effectivement. Le président de la République a dit qu'il ouvre des portes à l'opposition. Mais c'est à lui que revient ce pouvoir-là. Ce n'est pas l'opposition. Je travaillais avec... oui, le président Mobutu. J'étais dans le gouvernement de feu Étienne Tshisekedi, ministre de la Recherche scientifique. Malheureusement, on n'avait fait que 3 mois. Il nous a chassés. Et donc là, c'est l'opposition qui rejoignait le pouvoir. En fait, c'est comme un peu dans un gouvernement de coalition, n'est-ce pas? Mais que le président Mobutu n'a pas accepté. Nous sommes rentrés à l'opposition. Et je continuais avec Tshisekedi. J'étais dans le PR, oui. Dans le gouvernement de Vert. On se réunissait dans sa période là. Et puis bon, quand Mzee est venu, il a voulu la reconstruction du pays. Effectivement, nous l'avons accueilli parce que à l'époque, le feu Étienne Tshisekedi nous avait ordonné de mobiliser la population pour accueillir l'AFDEL. On l'a accueilli. Et il nous a demandé de contribuer à la reconstruction du pays. Et comme ça qu'il a été nommé gouverneur de la ville. Il l'a voulu. Et je vais vous dire une chose. Quand il m'a annoncé d'être gouverneur de la ville, tout jeune prof que j'étais, je dis, comment est-ce que c'est une lourde charge. Ministre, je ne vais pas comprendre avec la petite expérience. Le gouverneur de la ville. Et le Mzee s'en est rendu compte. Et tout de suite, il m'a dit, n'aie pas peur, professeur. Je sais que vous allez vous en sortir de ce que je sais de vous. Et moi-même, personnellement, je vais vous soutenir. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de recettes. Hein. Il y avait les caisses, mon bout venait de partir. Et le peu de moyens qu'on avait, c'est l'État, c'est le président de la République qui renforçait qu'on était en difficulté à la ville. Qui vous venait en aide. Qui me venait en aide pour régler les problèmes de l'assainissement et de la sécurité, parce que c'était les priorités. Okay. Donc, ce n'est pas le gouverneur qui prenait l'argent pour aller distribuer à gauche, à droite. Et quand les gens qui tentaient de venir demander de l'argent, je disais non, non, non. Il y a tellement de boulot ici, c'est d'abord le travail. Et ça marchait comme ça. Hein? Et le président Joseph Kabila, le papa assassiné, il m'a appelé pour être son directeur de cabinet. Et nous l'avons accompagné pour le retour de la paix au pays, pour la cessation de la guerre, pour la réunification du pays. Il nous a confié cette responsabilité, il nous a fait confiance, nous avons travaillé. J'ai fait la première tournée de la réunification de ce pays. Et d'ailleurs, il m'a fait l'honneur de signer l'accord global et inclusif. Et voilà, je dis toujours, hein, aujourd'hui, l'ordre démocratique est là. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais il fallait continuer avec, cet ordre qui s'est installé, corriger les faiblesses. Mais malheureusement, je constate qu'on a fait largement marche en arrière. Hein, et donc, quelque part, tout patriote, quel que soit d'ailleurs le développement d'un pays, hein, revient à nous tous, Congolais. Chacun, là où il se trouve, doit apporter le meilleur de soi-même pour que le pays change. Mais il faut que cela aille dans un système de gouvernement, n'est-ce pas, qui intègre, qui favorise la cohésion des Congolais et qui accepte les apports des uns et des autres. C'est pour ça qu'on veut un système démocratique. Les gens sont libres, les intelligences explosent et se mettent ensemble. Et toutes ces idées-là font que les valeurs triomphent et les pays marchent. Mais si cela n'est pas fait, c'est difficile de travailler dans des conditions pareilles. Professeur, on a toujours senti dans vous cet esprit d'un patriote qui veut voir son pays émerger ou avancer. Mais quelle chance donnez-vous, voilà, au deuxième mandat de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive à son dernier mandat? Vous voulez que ce pays avance, on parle Congo,
Vous étiez avec son père, maintenant c'est les fils. Quand on voit l'avenir de ces pays, quelle chance donnez-vous, accordez-vous à ces deuxièmes quinquennats de Félix Tshisekedi? Ce qui est important, c'est de savoir que l'UDPS est en opposition pendant près de 32 ans. Et en étant opposition, la philosophie, l'idéologie vendue à la population congolaise, c'était la démocratie et le progrès social. Et nous étions autour de Félix Tshisekedi dans ses orientations, dans son idéologie. La première des choses qu'il réclamait, c'est l'état des droits, le respect des lois par tous. L'état des droits, le respect des lois par tous. C'est important. Et ça rejoint le fait qu'il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire qui marche. Il faut que cesse l'impunité. Il faut que la loi soit une loi qui sécurise tout le monde, et les plus faibles et ceux qui sont forts. Pas la loi de plus fort. La force doit être celle de la loi. Et ça rassure tout le monde, même les investisseurs extérieurs. Et les gens peuvent venir pour investir. Ce qu'on leur recommande, ce que j'attends, c'est que d'abord que cet état de droit existe, qu'il y ait un État qui fonctionne, que la gouvernance s'améliore et que les défis qui ont été relevés et qui sont relevés tous les jours soient levés, que le gouvernement travaille à cela, puisque de fait, ils sont là. La Cour constitutionnelle a proclamé des résultats. Bon, c'est un État, le pays existe. Ben, le peuple attend maintenant qu'il relève ce défi et que le peuple se retrouve et que le Congo se retrouve. Tout le monde ne peut pas être président au même moment. Tout le monde ne peut pas être ministre au même moment. Tout le monde ne peut pas être député au même moment, etc. Mais ce qui est important quand vous avez ces responsabilités, assumez-vous comme responsable pour que le peuple se retrouve aussi, pour que tout le monde se retrouve, que le pays soit bien géré. Et à ces conditions-là, rassurez-vous, les Congolais se rallieront et le pays avancera. Et vous verrez que nous serons respectés par nos voisins. Les Congolais auront une identité partout où ils iront à travers le monde. Sinon, on est un peu comme une risée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Et ça, c'est pas bon. Professeur Théophile Mbemba Fundu, merci d'avoir répondu à d'abord notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. Merci beaucoup, M. Joas. À vous, chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et suivez-nous également sur toutes nos plateformes digitales. Et à bientôt. Merci.